Dans chaque image, une peur se cache. Dans chaque scène, un frisson attend. Le temps s'écoule, 1 minute à la fois. Bienvenue au cœur de l'horreur. Bienvenue dans la pause frayeur. Bienvenue à tous. C'est le moment d'une dose d'horreur. C'est le moment de la pause frayeur. Merci de venir passer votre pause en ma compagnie. Derrière le micro, c'est moi Sylvain qui vous guidera pour ce 3e épisode. Soyez sans crainte, le voyage sera sans risque. Probablement. Sans plus tarder, je vous invite à venir avec moi. On sort le film et on regarde. Derrière la pochette. Let Me In 2010. Owen, un jeune garçon victime d'harcèlement scolaire, se lie d'amitié avec une jeune fille qui vient d'emménager dans son immeuble avec son tuteur. Abby, par contre, semble cacher de sombres secrets. Ce film de Matt Reeves, qui nous a entre autres donné Cloverfield et The Batman, scénarisé par Matt Reeves d'après un roman de John Addis Lindquist, avec la musique de Michael Giacchino et la cinématographie de Greg Fraser. Le film met en vedette Cody Smith-McPhee dans le rôle d'Owen et Chloe Grace Moretz dans le rôle d'Abby. On complète la distribution avec Richard Jerkin dans le rôle de Father et avec Cara Bueno dans le rôle de la mère d'Owen, Delias Coetas dans le rôle de l'inspecteur de police et finalement de Dylan Minnette dans le rôle de King. Un film, un femme, un scalpel. Lorsque j'ai programmé Let Me In dans la programmation du podcast, j'avais pas encore mis en place le concept de non-spoiler. Mon idée de base était de faire une comparaison entre le film et sa version suédoise sortie 2 ans plus tôt. Cependant, une comparaison entre Let the Right Ones In et Let Me In, sans entrer dans les détails de différentes scènes, est presque rendue impossible. Donc, je me devais de revoir mes plans. Néanmoins, je vais dire ceci. Là où le film de Thomas Alfredson est contemplatif, statique et ambigu, celui de Matt Reeves est dramatique, dynamique, très clair et sanglant. 2 visions à la fois semblables et distinctes. J'ai pas lu le récit de Lindquist, mais si j'en crois les critiques que j'ai vues sur le web, chacun des 2 films exploite des facettes différentes de l'œuvre originale. D'ailleurs, l'auteur avait encensé les 2 films. Sur ce, concentrons-nous sur Let Me In. Avant toute chose, je vais adresser l'éléphant dans la pièce. Le film est maintenant sorti depuis 15 ans, donc je considère pas que je vais divulgacher quoi que ce soit en précisant qu'Abby est une vampire. Bien que ce soit au centre du film, c'est pas là-dessus que Matt Reeves base l'histoire et le développement des personnages. C'est d'ailleurs la plus grande force du film. À la base, Let Me In est un drame sur l'isolement et l'harcèlement. Un coming of age pour Owen qui doit tenter de s'en sortir dans un environnement tout à fait hostile. Matt Reeves montre la solitude de ses personnages en les cadrant souvent de très près et en les montrant seuls dans le cadre de l'image. Cette isolation est palpable, mais elle nous fait vouloir que la relation entre Abby et Owen fonctionne encore plus. D'ailleurs, la méthode employée par Reeves pour nous ancrer dans l'histoire est géniale et très efficace. La séquence d'ouverture est un flash-forward sur ce qui va arriver plus tard dans le film est captivante puis nous accroche dès les premières minutes. Lorsque le film recule de 2 semaines avant ce moment-là, on a déjà hâte de voir comment on va y arriver. Mais Reeves prend son temps. On oublie pour le moment la scène, puis on focus sur Owen. Sa vie est triste, il est seul, harcelé, sans ressources. Il passe son temps libre à espionner ses voisins de bloc. Il semble vouloir trouver le courage de s'en sortir, mais il sait pas comment. D'ailleurs, la performance de Cody Smith-McPhee est presque parfaite. Autant dans sa physicalité que dans son jeu, Cody nous montre un Owen bon, mais dépassé par tout ce qui arrive. Et il voit en Abby une lumière au bout du tunnel, sans savoir pourquoi il est attiré vers cette lueur d'espoir qu'elle semble représenter. Parlant d'Abby, Chloe Grace Moretz est également excellente dans le rôle de la jeune vampire. Beaucoup plus en restriction que Cody Smith-McPhee, celle-ci joue le mystère et la vulnérabilité avec autant de vérité que lorsqu'elle se montre déterminée et mature. Elle est à même de nous convaincre qu'elle n'est pas juste une enfant de 12 ans, mais quelque chose de plus ténébreux et sombre. Just so you know, I can't be your friend. Les autres acteurs du film, même si relégués à de petits rôles, sont tous excellents. L'inspecteur de police joué par Elias Koteas est réconfortant par son calme, puis on espère qu'il va s'en sortir à la fin. Dylan Minnette
est détestable et même effrayant dans le rôle de Kenny, le bully qui s'en prend constamment à Owen. Il est si bon qu'il devient l'élément le plus horrifique du film, puisque les situations d'harcèlement sur Owen sont malheureusement que trop réelles. Finalement, il y a Richard Jenkins, qui est pour moi l'étoile du film. Son rôle se veut discret, sombre, tragique, mais d'une importance primordiale. C'est à cause de ses actions que les vies d'Owen et d'Abby seront changées à jamais. Je reviendrai d'ailleurs sur la performance de Jenkins plus tard dans le podcast. Toutes ces performances solides de la part des acteurs nous donnent une histoire tout de même lente, mais avec une progression constante. On s'attache aux deux protagonistes et on veut voir leur histoire se développer devant nos yeux. Reeve nous saisit ici et là avec des scènes d'horreur crues et sans fil. Celles-ci arrivent vite, sont efficaces et repartent aussi vite qu'elles sont arrivées. Ça nous laisse stupéfaits, puis l'histoire continue. C'est une autre force du film. On oublie qu'on est dans un film d'horreur jusqu'à ce qu'on soit plongé dedans à 100 000 à l'heure. Puis, alors qu'on est encore sous le choc, l'histoire nous relance dans le quotidien très très lent et banal d'Owen. Comme c'est montré sans gêne dans le film, Owen et Abby sont comme Roméo et Juliette, attirés l'un vers l'autre, même si tout autour d'eux les sépare et que leur avenir est destiné à la tragédie. Malheureusement, tout n'est pas parfait ici. Les effets spéciaux sont inégaux. Les effets pratiques utilisés comme dans l'accident d'auto sont à couper le souffle. Mais le CGI, qui est utilisé pour montrer la force d'Abby et ses dons de vampire, est vraiment pas bien réussi et a très mal vieilli. Donc, le maquillage utilisé pour son apparence non camouflée est pour sa part très bien intégré et semble très crédible dans le monde montré par Matt Reeves. Let Me In, c'est pour moi un parfait film à montrer à quelqu'un qui aime pas particulièrement les films d'horreur ou à un néophyte voulant découvrir quelque chose de qualité. J'aime bien utiliser le terme drame horrifique plus que film d'horreur ici. Oui, l'horreur est présent. Oui, c'est un film de vampire. Mais au-delà de ça, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui finit par trouver le courage d'affronter ses harceleurs grâce au conseil et à la présence de sa nouvelle amie. How did you do it? I just twisted it. Le clip frayeur. La scène dont on parle le plus dans le film Let Me In est sans l'ombre d'un doute la scène de la piscine enfin. Mais pour moi, la scène la plus marquante est néanmoins... Spoilers! Spoilers! 5, 4, 3, 2, 1. Vous allez être divulgaché, vous êtes avertis. L'accident de voiture qui suit la tentative ratée d'assassinat de, appelons ici Father, puisque son nom est jamais nommé dans le film, dans le roman c'est Thomas. Premièrement, l'aspect technique de la scène avec la caméra à l'intérieur de la voiture montrant toute la violence de l'impact est vraiment prenante. Dans un film au rythme généralement lent, cette scène se démarque par l'intensité de l'action et sa spontanéité. Cependant, ce qui pour moi rend cette scène inoubliable, c'est ce que Father fait par la suite. Le fait que par loyauté et par amour pour Abby, il s'auto-asperge d'acide pour tout au moins devenir non identifiable ou même, trigger warning ici, désolé, dans une tentative ratée de suicide, donne à la scène une grandeur dramatique énorme. Non seulement ça fait le raccord avec le début du film, mais ça montre tout le drame de sa vie. Comment, pour le bien-être de celle qui a toujours aimé, il est prêt à donner sa propre vie. On soupçonne dès le début que la relation entre Abby et Father n'est pas celle qui nous est montrée initialement à l'écran. Un peu plus tard dans le film, lorsque Owen voit les photos d'Abby et de Father jeune, on confirme que le cycle va être sur le point de recommencer et que le destin d'Owen sera probablement le même que celui de Father. On comprend encore plus pourquoi celui-ci a demandé à Abby de ne plus revoir Owen. Please don't see that boy again. Celui-ci sait qu'il est devenu trop vieux, qu'il devra être remplacé un jour, mais celui qui fut l'ami d'Abby, probablement son amoureux, avant de devenir son pourvoyeur, n'est pas immunisé à l'effet du temps comme celle à qui il a dédié sa vie. Malgré ça, son amour pour elle est si total qu'il accepte son sort et s'assure de la protéger jusque dans sa mort. L'interprétation sombre mais puissante de Robert Jenkins tout au long du film rend le désespoir de la situation encore plus fort. Sa fin, son ultime sacrifice, est criant d'émotion. En plus, c'est un présage extrêmement noir pour ce qui risque d'arriver à Owen ultimement. La tagline du film le résume bien. Innocents die, Abby doesn't. But how old are you? Really? 12. But
been told for a very long time. Jusque dans les tripes. Avant de conclure, laissez-moi ici vous donner quelques faits divers sur le film. Lorsqu'Abby demande à Owen s'il l'aimerait pareil si elle n'était pas une fille, dans Let Me In, ça implique qu'elle est une vampire. Mais dans le roman et le film d'Alfredson, Abby, ou plutôt Ellie, comme elle est connue là-bas, est en fin de compte un jeune garçon qui fut castré au moment de sa transformation en vampire. Ça ajoute ainsi un autre sens à la phrase. Le sac de vidange comme masque pour Father était l'idée de Richard Jenkins lui-même. Elias Koteas, qui joue l'inspecteur, est celui qui donne la voix au père d'Owen au téléphone. Le mot vampire n'est prononcé qu'une seule fois dans tout le film. Afin de montrer l'isolement, le visage de la mère d'Owen n'est montré qu'une seule fois et très brièvement dans tout le film. Roméo et Juliette revient plusieurs fois dans le film. C'est la version du film de 1968 qu'Owen regarde à l'école. Dans mon carnet noir. Sur le chocomètre, Let Me In fait monter la pression à 0,5 sur 5 pour sexe et nudité, à 1,5 sur 5 pour la violence, 1 sur 5 pour le gore et le sang, à 0 sur 5 pour la présence de drogue, alcool ou langage ordurier, à 0,5 sur 5 pour peur, trauma et terreur, pour son ambiance englobante, pour les performances enivrantes des acteurs, pour l'efficacité de sa trame dramatique et pour la violence surprenante de quelques scènes choquantes. Je donne un 4,5 sur 5 à Let Me In. En supplément, je donne un gros 2 thumbs up pour l'accessibilité du film à des non-fans d'horreur. C'est le parfait film initiatique puisque l'horreur y est, mais l'histoire prédomine. De l'autre côté du miroir. Je vais y aller d'une réflexion différente pour cet épisode. En fait, Let Me In, même si c'est un film que j'adore, n'aurait jamais dû voir le jour. Pourquoi ne pas simplement avoir doublé le film suédois? On parle pas ici d'un remake 10 ans plus tard. Non, ici seulement 2 ans séparent les deux productions. En théorie, ça veut dire que le film de Matt Reeves était peut-être en pré-production alors que celui d'Alfredson devait être en post-production. Finalement, le plus gros aspect négatif de Let Me In, c'est qu'on n'aurait jamais dû le tourner. Je comprends pas la mentalité américaine / hollywoodienne de toujours vouloir refaire un film étranger à succès plutôt que de seulement l'exporter pour les salles nord-américaines. Je peux comprendre que la réalité des sous-titres peut bloquer un pourcentage du public. C'est pas dans nos coutumes, ici, d'écouter un film en version originale avec sous-titres, contrairement à ce qui se fait en Europe et en Asie. Par contre, il n'y a rien qui nous empêche de payer pour le doublage et de le présenter sa version en anglais ou en français dans notre cas ici au Québec. Je pense que c'est une insulte de penser qu'on doit absolument avoir un visage connu pour s'identifier à un film. Lorsque le film est bon, il est bon, un point c'est tout. Il y a Let Me In ici, puis probablement Funny Game, qui rapidement me viennent en tête lorsqu'on parle d'un remake qui est égal ou qui surpasse l'original. Dans le cas de Funny Game, le ridicule était poussé encore plus loin parce qu'on a payé Michael Haneke pour refaire son film une deuxième fois, mais avec des acteurs américains. Même si la version US du film est dans mon top 10, peut-être même dans mon top 5, elle reste inutile. Pour les films asiatiques, le pourcentage de réussite est encore plus bas. Oui, The Ring a bien marché, mais Ringu est bien meilleur. Même constat pour The Grudge ou pour le très moyen remake de The Old Boy. Pourquoi avoir tourné Quarantine quand on avait l'excellent film espagnol Rec? C'est vraiment un mode de pensée qui devrait arrêter puis essayer de pousser les studios à importer les films étrangers entièrement plutôt qu'en acheter juste les droits pour ensuite les détruire en essayant de faire une œuvre américaine à partir du script original. C'est tout le temps une qualité inférieure. Sur cette idée se termine une autre pause frayante. Merci de l'avoir passé en ma compagnie. On se revoit à votre prochaine pause. Le projecteur s'est éteint. L'ombre du film reste dans votre mémoire. Mes battements de cœur ralentissent. Il est temps de retourner au travail. Merci d'avoir passé votre pause avec moi. À bientôt pour une nouvelle frayeur.